liberté. La mayor atalaya de libertad. Ce fut une injection d'optimisme, d'espérance. La colonne d'Urruti, en territoire inconnu et mal approvisionné, subit d'énormes pertes. Son intervention sera néanmoins décisive pour la défense de Madrid. Le 20 novembre, on nous a rappelé du front et on nous a dit que Durruti était mort. Siempre fui esa abeja negra que supo esquivar las piedras que le tiraban nada. Y entre más pasan los años, más me aparto del rebaño, porque no sé a dónde va. Jamais il n'y a eu dans l'histoire un enterrement comme celui de Durruti à Barcelone. Je crois qu'on a compté 1,5 million de personnes. C'était incroyable. La République tente de réorganiser l'armée et impose la militarisation obligatoire. L'objectif est de gagner la guerre en oubliant la révolution. Les anarchistes poursuivent malgré tout leur idéal de vaincre le fascisme pour créer une nouvelle société. Ils ont dit qu'ils allaient militariser la colonne. Elle n'était pas militaire, nous étions miliciens. Ils nous ont dit qu'ils allaient la militariser et nous avons répondu non. Nous détestions la discipline militaire. Nous étions partis à la guerre pour combattre le fascisme, mais pas pour devenir militaires. Tous ceux de notre génération qui faisaient la guerre étaient opposés à la guerre, opposés au militarisme, vraiment très opposés. Pacifistes dans l'âme. Pour ce qui est de l'efficacité, je n'ai pas vu la différence. Qu'on les appelle une centurie ou qu'on les appelle une compagnie, 100 hommes sont aussi efficaces que 100 hommes. Je crois que l'erreur a été de se mettre à la place de l'ennemi, de devenir une armée au lieu de faire une guerre de guérilla. Et précisément, ça a été un honneur historique. On a dit aux francs-tireurs, tout le monde se bat pour l'Espagne. Et nous arrivons à la conclusion que ce n'était déjà plus la révolution, mais un prolongement de la guerre. Alors, pour obtenir des armes et pour pouvoir vivre, nous avons dû accepter la militarisation. En Catalogne, les partis traditionnels reprennent peu à peu des mains du peuple et des organisations révolutionnaires le pouvoir perdu le 19 juillet. En mai 1937, les partis nationalistes et le tout nouveau PSUC, les communistes, provoquent des événements qui génèrent une guerre civile à l'intérieur même de la guerre. De nombreux anarchistes sont éliminés, le POUM est déclaré illégal et Andreu Nin, son secrétaire général, est assassiné. Les premiers temps, toute la Catalogne a vécu cette ambiance libertaire. C'est après, avec les revers et les difficultés qui surgissaient, que les forces qui n'étaient pas sympathisantes ont réagi et qu'ont eu lieu les événements de mai. Artemio Aiguader, qui était conseiller de la Généralité, a ordonné à la police de la Généralité de s'emparer de la Telefónica. La Telefónica était aux mains de la CNT, qui a bien sûr résisté. Et tout est parti de là. Dans les faubourgs, nous étions les maîtres absolus, mais dans le centre, il y avait des rues qui étaient aux uns et aux autres. Et il y a eu beaucoup de morts. Les communistes ont froidement voulu en finir avec nos leaders pour nous laisser sans cadre dirigeant. Et ils y sont presque arrivés. C'était terrible. Ils tuaient les camarades à l'épée. À San Andrés, ils ont tué plus de 50 camarades des JJLL. Pour arrêter ça, les camarades qui étaient ministres, García Oliver et Federica Montseny, sont venus de Valence à Barcelone pour demander un cessez-le-feu. On les a écoutés et tout s'est paralysé.
Il y en a même eu dans nos colonnes qui se sont proposés pour venir ici et en finir une fois pour toutes avec les communistes. C'est nous qui leur avons dit non, qu'il y avait eu assez de sang. Ce fut une erreur, nous avons perdu la moitié de la guerre dans les événements de mai. Les choses avaient radicalement changé. Largo Caballero avait démissionné avec les socialistes de gauche et la CNT s'était séparée du gouvernement. À partir des événements de mai, on avait tous au cœur le sentiment d'avoir beaucoup perdu. Le Parti communiste était en train de prendre de l'ampleur et toutes les bonnes armes qui arrivaient de Russie allaient aux forces qu'il commandait. Subrepticement, ils ont pénétré les entrailles de l'armée, les commissions, les services d'information militaire, jusqu'à les occuper en totalité. Nous étions convaincus que leur idée était d'accomplir l'ordre de Staline, d'éliminer notamment les anarchistes, de reprendre le pouvoir et de terminer la guerre quand Staline le déciderait. C'était ça l'idée. Idéologiquement, ça ne les intéressait pas que ces mécanismes révolutionnaires se poursuivent et nous fassent gagner la guerre. On aurait pu dire au pays, ce qui a gagné la guerre, c'est à la fois l'œuvre qu'a accompli l'anarchisme et ce qu'a fait la CNT, et c'est un départ pour l'avenir. C'était la première révolution anarchiste du monde. Une révolution qui n'était pas contrôlée par le Parti communiste n'avait aucun sens pour les communistes. Tu sais ce qui s'est passé avec les collectivités. Lister est venu avec toute son armée et il a fait table rase de tout sous la férule des fusils. Voilà le grand paradoxe, que les communistes aient détruit le communisme le plus communiste. Il est arrivé, il est tombé pile et il a fait ce massacre que tout le monde connaît. Ce qu'a fait Lister, c'est parce qu'exactement comme les bolcheviks en Russie, les pouvoirs dictatoriaux n'admettent pas que se présente une tentative libertaire de la nature de celle qui se vivait en Aragon. Ils ont incarcéré le Conseil d'Aragon. À l'arrière, on jetait en prison les responsables des collectivités à Calanda, etc. Malgré les tentatives du gouvernement et des communistes de détruire les collectivités, la plupart se reconstruisent et continuent leur travail. À Calanda, Miguel Selma est nommé à 16 ans responsable de la collectivité. Il n'y a pas eu de changement du fonctionnement et des objectifs. Il n'y a eu aucun changement et ça a duré jusqu'au 15 mars 1938. Durant toute la guerre, ni la capacité de production de la Catalogne, ni sa capacité de collectivisation n'ont diminué. La pression de certains éléments conservateurs de la généralité et les communistes n'ont pas pu empêcher l'autonomie économique que la CNT avait en Catalogne. Guerre, manque de matières premières, destruction d'installations, boycott du capitalisme international et agression du gouvernement de la République lui-même, la révolution que vit l'Espagne depuis 1936, avec la mise en pratique des idées anarchistes, subit toutes sortes de revers. Pourtant, la production a augmenté, les conditions de travail se sont améliorées, les citoyens sont plus égaux et l'économie a un fonctionnement plus rationnel. Les collectivités ont dû lutter en premier lieu avec une situation anormale, en guerre, avec une économie nulle, car tout dépendait de la Catalogne. Si la Catalogne avait envie de donner de l'argent, elle en donnait. Sinon, non. Déjà, le fait même de demander des ranges, surtout un Aragonais. Enfin, tous les inconvénients, sans parler de la politique de Madrid. Il n'y avait jamais un journal qui ne soit pas de la CNT qui dise du bien de la révolution espagnole, de la révolution de la CNT ou des collectivités. Rien. L'anarchisme a toujours eu très mauvaise presse.
En 3 ans, on ne peut pas faire beaucoup de choses, surtout quand il y a une guerre civile. Il fallait se débrouiller avec ce qu'on avait. Le peuple vivait mal, on manquait de tout, de matières premières. Et il y avait l'insécurité due au bombardement. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de querelle ou d'autres choses. Mais l'ensemble de ce que fut le communisme libertaire, collectivité, paix et justice de Membriya, pour moi, et je peux le démontrer à qui veut, c'est l'unique solution qu'a l'humanité pour pouvoir bien vivre. Il n'existe pas d'autre forme. On a démontré qu'il n'y avait pas besoin de guardia civile, pas besoin de riches, pas besoin de prêtres pour bien vivre. Ils sont les seuls qui paralysent la progression de la richesse. Car la seule richesse qui existe, c'est le travail. Ce qui est dommage, c'est qu'avec tous ces défauts, et il y en avait, ça n'est pas continué. Malgré ça, quand les propriétaires de l'usine sont rentrés, ils l'ont trouvé en bien meilleur état qu'ils ne l'avaient laissé. Et la production avait doublé. Quand la guerre a été finie, lorsque les propriétaires de Canchirona ont fait le bilan, à leur grande surprise, la fonderie avait un capital bien plus élevé qu'avant la guerre. Parce qu'on avait importé des machines, de l'outillage, des fours électriques pour faire des alliages spéciaux. Ensuite, quand les troupes franquistes sont entrées, ils ont donné l'ordre de démolir ces nouvelles constructions. Et aujourd'hui, il ne reste rien de tout ça. Tout a été détruit. Cela représentait un trop grand prestige pour la zone républicaine et pour ceux qui avaient géré et dirigé l'entreprise de Canchirona. Nous étions parfaitement au courant que les puissances démocratiques ne voulaient pas nous voir gagner. Mais la passion, c'est mieux que rien. Et nous nous disions que nous continuerions tant que nous le pourrions. Et quand est venue la fin, dont nous savions tous qu'elle allait venir, ça a été très dur de l'accepter. Très. Ce fut très douloureux. Non seulement nous perdions notre patrie, mais nous perdions nos idéaux. Et nous savions que c'était pour toujours. Le combat était perdu, nous battions en retraite. Quand ils se sont retirés à la CEU d'Urgel, nous nous sommes rendus compte que Barcelone était perdue. Il y avait quelques camarades et mon père a téléphoné à Barcelone. Il a téléphoné à la maison CNT Fay et une voix lui a répondu « Vive l'Espagne, vive Franco ». C'est la seule fois, enfin pas la seule, mais où j'ai vu pleurer mon père. Ce fut un instant lourd d'émotion pour ceux qui étaient là. On a monté les blessés avec de belles ambulances et les rouges prenaient tout particulièrement soin de leurs frères. Au sommet, on les a déchargés. Ah, quelle douleur profonde. Ah, et cette blessure me tue. Un autre, tremblant de froid, disait à son camarade, « Mon frère, je meurs, la neige est glacée. » On nous a dit que la guerre était finie. Celui qui ne voulait pas, qui n'était pas d'accord avec le régime de Franco, pouvait partir à l'étranger. Les ports de Valence et d'Alicante seraient ouverts tant qu'il y aurait une seule personne à vouloir partir. Personne n'est parti du port d'Alicante. Des rouges de la zone républicaine, personne n'est parti. Ils nous ont pris et nous ont amenés à Albatera. Le camp d'Albatera était cruel. Celui qui n'est pas passé par un tel endroit ne peut croire les barbaries que nous avons eu à subir. La faim,
les mauvais traitements, les coups de bâton qu'ils nous ont flanqués, seuls ceux qui ont été là peuvent le savoir. Souvent, je me demande si tant de douleurs, tant de sacrifices, tant de souffrances ont valu la peine. Et puis je me dis qu'en réalité, nous avons donné une leçon au monde. On a beau dire, nous avons pu donner un exemple qu'il est possible de vivre sans gouvernement, puisqu'il n'y avait pas de gouvernement, et que les collectivités marchaient. Et tout marchait comme ça, par accord mutuel. Pour moi, les 3 mois que j'ai passés à la collectivité sont les moments les plus heureux de ma vie, car je n'avais à me préoccuper de rien. À quoi bon l'argent? Ce furent les années les plus intenses de ma vie. J'ai connu la fraternité, le désintérêt, l'esprit de sacrifice et la solidarité. Je me suis senti frère de ceux qui luttaient avec moi, qui avaient les mêmes idées. Je crois que c'est la meilleure des choses et qu'il faut lutter pour cela. Car même si ce n'est pas pour demain, si ce n'est un objectif, il faut que ce soit une illusion, une utopie, comme une poésie. Le cantaba a casi todo lo que me ha dado que pensar. Le cantaba a casi todo y ahora le voy a cantar la que nunca existió, la paloma de la paz. L'avenir appartient à ceux qui osent. Quand on ne peut plus rêver, on meurt. C'est ce que dit Emma Goldman, et c'est la vérité.